Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau point marseillais, celui du 2 février 2024. Alors vous me regardez, je vous demande les amis de me mettre votre température et quel temps il fait chez vous. Allez, faites-moi un petit point météo dans les commentaires. Avant d'aller sur le mercato pour faire un petit point, le récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans la journée d'hier, je tenais à vous remercier à tous ceux qui me soutiennent depuis le début et on continue comme ça. N'hésitez pas quand même, le petit like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Alors on y va tout de suite. On va sur quoi? Sur l'introduction. Et on commence par quoi? On commence par l'éphéméride du jour. Donc nous sommes le 2 février, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 2 février. Comme Jaurès Raoult, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, de 2020 à 2023, donc c'était un jeune attaquant si je ne me trompe pas. Donc voilà, bon anniversaire à toi Jaurès, et bon anniversaire aussi à Jean Boyer, qui a marqué l'histoire olympienne dans les années entre 23 et 35. Il a gagné des trophées avec l'OM, il a gagné des Coupes de France si je ne me trompe pas. Après je ne sais plus vraiment, parce que je me rappelle plus ou moins de ce nom-là. Jean Boyer, c'est vraiment un nom marquant de l'histoire olympienne. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, à Jean Boyer. Bon anniversaire à tous les gens, tous les Jaurès et toutes les personnes qui sont nées le 2 février. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec autre chose les amis, c'est un live qu'on fera ensemble samedi. Alors samedi 20h30, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Twitch, pas sur YouTube. On fera un live dimanche, vous allez voir, sur YouTube aussi. Donc le bilan du mercato, on fera un gros bilan sur ce mercato hivernal, donc avec tous les joueurs que vous voyez là à l'écran. On reviendra donc sur les départs, les arrivées, et on se projettera tout doucement sur le match Lyon-Marseille du lendemain. Voilà, donc c'est samedi 20h30. N'hésitez pas à y aller. Voilà, vous followez la chaîne. Si vous ne connaissez pas, vous avez le lien qui apparaît dans la description sous la vidéo. Allez, j'enchaîne avec quoi? J'enchaîne avec le live de dimanche. Cette fois, ça concerne aussi YouTube. Donc ceux qui sont là, vous pouvez rester sur la chaîne. Et vous pouvez participer sur le live avec le Lyon-Marseille de ce dimanche. Je prendrai à peu près l'antenne vers 20h, c'est marqué là. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à me donner de la force avant le live. Vous avez un petit like à mettre en bas à gauche, vous voyez, il y a 9. Si on peut monter à 90, pourquoi pas, ça serait sympa. Merci les amis, donc un petit like pour renforcer aussi ce live, qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Allez, on va sur autre chose maintenant, on va toujours sur YouTube, mais cette fois c'est la chaîne olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille qui vous met l'entretien, l'interview de Faris Moumbagna. Après celle de Quentin Merlin qui est celle d'à côté, nous avons celle de Faris Moumbagna qui a été mise en ligne hier. N'hésitez pas à regarder, c'est plutôt sympa, elle dure 3 minutes 50. Allez, maintenant on va sur quoi? On va sur un petit point sur la CAN. Alors ça va aller très très vite pour la CAN, vu qu'il ne reste plus qu'un seul joueur. Et comme je le dis là, comme il le dit Seb Foot, le dernier Olympien à la CAN 2023 ou 2024. Je ne comprends pas pourquoi 2023, ils n'ont jamais joué en 2023, mais c'est pas grave, j'arriverai pas à comprendre. Ce soir à 21h, donc ce soir, ce vendredi à 21h, quart de finale de la CAN 2023, la République démocratique du Congo de Chancel Demi-Dieu Mbemba affronte la Guinée, donc du côté de la Côte d'Ivoire pour un quart de finale. Je souhaite la bonne chance à Mbemba, tu mérites de la gagner, c'est mon petit message pour lui, reviens-nous plus fort. Voilà, donc moi ça ne me dérangerait pas qu'un joueur de l'OM gagne la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il revienne plus fort. Voilà, pour avoir de la confiance et qu'il amène un petit peu ce regain de confiance du côté du club olympien. Allez, souhaitez bonne chance à Chancel dans les commentaires. Allez, c'est fini pour la CAN. On enchaîne directement avec quoi? Avec le mercato. Allez, nous sommes sur la fin du mercato et comme il dit ce bon vieux Seb Foot, c'était hier quand j'allais me reposer. Bon, c'est bon, je vais pouvoir me reposer, je pronostique aucun mouvement, mais s'il y en a, attendez-moi l'OM officiel, s'il vous plaît. Donc, on attendait pourquoi pas un départ de Jonathan Klaus, ou alors un d'Ismaïla Sarr, ou pourquoi pas une surprise d'un Pape Gueye qui partirait, ou qui prolongerait à l'OM, ça serait une énorme surprise, mais on n'a rien eu, et même
du côté des médias, on a eu un imbroglio sur un transfert. Vous allez voir, ça concerne le Rennais Assignon qui est parti du côté de l'Angleterre. Je vais vous faire un petit peu le scénario que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Donc, on a eu un départ, bien sûr, hier, même deux. C'est celui de Vitinha. Ça a été officiel hier. Je vais vous lire ça tout de suite. C'est très rapide sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous ai mis officiel. Vitinha est un joueur du Genoa. Vitor Manuel Carvalho Oliveira, dit Vitinha, est prêté avec option d'achat de 25 millions d'euros non obligatoire au Genoa. Donc, a priori, il reviendra en juin. Je ne pense pas, franchement, que Genoa va lever l'option d'achat. Derrière, il y avait, pourquoi pas, Fiorentina qui essayait d'acheter l'attaquant du Genoa. Je ne sais pas si ça a été réalisé. Je n'ai pas suivi l'affaire. Donc, Gudmundsson, s'il est parti du côté de la Fiorentina, ils l'ont vendu peut-être une vingtaine de millions parce que ça avait proposé 23. Peut-être qu'ils auraient l'argent pour recruter Vitinha cet été. Mais il faudrait qu'il soit bon aussi, parce qu'il y a aussi ce domaine-là. Et est-ce que Vitinha il va réussir à s'imposer en Serie A? Tiens, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez confiance en Vitinha qui s'impose en Serie A? Est-ce que vous pensez qu'il va faire 5 bons mois là-bas, qu'il va marquer 10, 12 buts? Donnez-moi un chiffre, tiens. Comme ça, on les notera. Vous les notez dans les commentaires et on regardera en mois de juin. Si vous me faites penser, si vous êtes toujours sur ma chaîne, on regardera celui qui avait raison. Voilà, les amis. Et je lui donnerai même un cadeau. Allez. Il reviendra en fin de saison si le Genoa ne lève pas l'option. Mais regardez ma vidéo d'aujourd'hui, il y a un petit rajout qui pourrait peut-être débloquer le deal. C'est ce que je viens de vous dire pour Gudmundsson. Allez, on enchaîne. Bonne chance à toi, Viti. Mettez des bonnes chances quand même à Vitinha. Il nous a pas non plus craché dessus. Voilà, donc il a pour les efforts, franchement, lui, il a mouillé le maillot. On ne peut pas dire le contraire. C'est pas dans ce domaine-là qu'on peut le critiquer, parce que là, il a fait les efforts qu'il fallait sur le terrain. Franchement, c'est pas un joueur qui se cachait, qui mentait sur le terrain. Voilà, donc malheureusement pour lui, il n'avait peut-être pas les qualités qu'il faut pour l'OM. Peut-être c'est pas le mental qu'il avait encore pour s'imposer à l'OM. Peut-être que s'il se fait une petite confiance là-bas en Serie A et qu'il revient d'après le prêt, qui ne sont pas rachetés là-bas, peut-être qu'il sera très fort chez nous et qu'il fera une grosse carrière chez nous. C'est pas terminé l'histoire Vitinha. C'est pas terminé l'histoire Vitinha. Allez, on regarde autre chose, un autre départ. Non, on regarde toujours Vitinha. Donc la petite photo pour son premier entraînement du côté de l'Italie. Le premier entraînement du côté du Genoa. Donc on le voit, il est dans une autre tenue. C'est plus du blanc et du bleu ou du bleu tout simple. C'est plutôt du marron caca et du orange, si je vois bien. J'ai les lunettes qui font les lumières bleues, donc ça atténue les couleurs. Allez, je continue avec un autre départ. C'est celui de François-Régis Mug, qui est prêté du côté de l'USL Dunkerque. On avait parlé de Saint-Etienne, de Caen, mais c'est Dunkerque qui a décroché l'interballe. C'est officiel. Je vous en ai parlé hier dans la vidéo, mais là, c'est officiel. C'est annoncé par le club, donc c'est pour ça que j'en reparle. Je fais un petit décompte de tous les transferts. Il est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison du côté de la Ligue 2. Dunkerque est 18e de Ligue 2, donc il va jouer plus ou moins le maintien. Même si lui, il s'en fout, il ne descendra pas avec Dunkerque puisqu'il reviendra en juin chez nous. Ça permettra à François d'avoir du temps de jeu en pro. Ça, c'est mon idée. Et c'est votre idée à vous aussi. Je pense que c'est une bonne chose. C'est peut-être une meilleure chose qu'il aille à Dunkerque plutôt qu'à Caen et Saint-Etienne. Parce que finalement, plus j'y pense et plus je me dis qu'à Caen ou Saint-Etienne, il n'aurait peut-être pas eu autant de jeu qu'on le pense. Voilà, donc François, il va avoir du temps de jeu. Peut-être qu'il va faire de belles choses en Ligue 2, j'allais dire en Serie A. Et peut-être qu'il nous reviendra plus fort l'année prochaine. Ou alors peut-être qu'il faudra encore le reprêter encore une saison dans un autre club de Ligue 2 plus fort. Ou alors un club de Ligue 1 moyen ou de bas niveau. Pourquoi pas l'année prochaine? Parce que c'est pas sur 6 mois en prêt qu'il va peut-être revenir plus fort. Non, il faudrait peut-être 1 an et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez-moi votre avis. Combien de temps pour vous, pour François-Régis Mug, il lui faudrait pour être un prêt et revenir plus fort? N'oublions pas qu'on vient de le prolonger. François-Régis Mug est en contrat à l'OM jusqu'en 2028. On a largement le temps de le prêter au moins 1 an et demi. C'est mon idée, pourquoi pas de le prêter encore l'année prochaine, directement, dans un club de Ligue 1, pourquoi pas de bas de tableau. Style Lorient s'ils se maintiennent, Toulouse s'ils se maintiennent, des clubs comme ça, vous voyez. Peut-être qu'il peut, pourquoi pas, avoir du temps de jeu, s'imposer, faire une énorme saison et revenir très fort. C'est comme ça que ça marche, les prêts. Allez, j'enchaîne avec quoi maintenant? Avec le Mercato pur, donc c'est du côté de ma chaîne YouTube toujours. Alors, c'était le imbroglio qu'il y a eu dans la journée. Donc, avant que je me couche, j'avais posté la vidéo hier, donc vers les coups de 10 h, je crois. Et ça venait de tomber dans les médias que Assignon avait trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille. Alors, je vous lis tout. Attention, par rapport à la vidéo, donc c'était hier, Assignon qui devait rejoindre Galatasaray va peut-être arriver à l'OM. Et après, je vous rajoute, ah ben non, parce que 5 minutes après, il y a eu un autre média qui a relayé autre chose. Ah ben non, apparemment, Assignon voudrait rejoindre la Première Ligue. Et c'est Burnley, ceux qui ont les grosses burnes dans le lait, qui ont le joueur maintenant. Il est assigné du côté de l'APL. Tout ce qu'il y a en dessous, c'est du passé. Voilà, tout ce que j'avais marqué en dessous, finalement, c'est du flanc. L'OM et Rennes ont trouvé un accord dans la nuit, mais le dossier est bloqué par la DNCG. Cela dit, c'est pas vraiment du flanc parce que la DNCG, on va en reparler tout à l'heure.
Regarde, écoutez bien dans les informations de l'actualité. Ça concerne le mercato, mais je l'ai mis dans la page actualité. Vous allez voir, la DNCG, c'est important de le souligner. Allez, et ça a concerné Klos, parce que Klos, on attendait un départ. S'il y avait un départ de Klos, je pense qu'un Assignon ou un, on va voir le joueur d'après, peut-être, non, on n'en parle pas, c'est Selic qui aurait peut-être dû signer, eh bien, peut-être qu'il serait Marseillais maintenant. Moi, je trouve que c'est tant mieux. Franchement, Assignon, j'étais pas hypé de ouf, de très très ouf. Je vous ai dit quoi hier? On va pas faire les fonds de cuve, les fonds de poubelle des autres clubs. Au bout d'un moment, c'est le troisième choix du côté de Rennes. Voilà, c'est bon, ça suffit. Voilà, on va pas récupérer le troisième choix de Rennes. Sérieusement, on est l'OM, on n'est pas Lorient. Je reviens sur Lorient. Mais on est, vous voyez ce que je veux dire? Sans déconner. En plus, Assignon, moi, il m'a pas sauté aux yeux à chaque fois quand je l'ai vu jouer. On me parle du jeune frère de Doué ou le plus grand, je sais pas s'il est plus vieux que Désiré ou l'autre, celui qui a mis le coup de l'arc-en-ciel. Ça m'a marqué ce truc-là, le gros match qu'il fait contre nous. Sur ce gros match-là, il m'a plus marqué que Assignon quand on l'a vu contre nous. Il a été toujours remplaçant en plus. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon choix qu'il soit parti à Burnley. Voilà. Allez, je continue avec voilà. Le résumé du mercato, on va en parler plus ce samedi. On va en parler beaucoup plus. Je vous préparerai des fiches avec les styles, les stalles, et je vous parlerai mieux de ça. Les amis, donc le mercato hivernal de l'OM, selon Guillaume Tarpi qui nous relaie ça, donc selon n'importe qui, parce que c'est les chiffres qui sont sortis à droite à gauche, Jean Onana est prêté à l'Olympique de Marseille avec option d'achat de 4,5 millions d'euros. Alors je ne sais plus combien j'avais dit. Je ne sais pas si c'était 4,5. J'en ai vu qu'on avait mis 3,5 dans un autre relais d'information. Donc j'ai pris celui-là. Donc 4,5, je ne sais plus si c'est la bonne somme. Mais en tout cas, c'est entre 3,5 et 4,5. Je ne m'en rappelle plus la somme exacte pour Jean Onana. Je pense qu'au bout de l'année, je ne pense pas qu'on va la lever cette option. À moins qu'il nous surprenne, qu'il s'impose. Parce que là, il va y avoir des joueurs qui vont revenir de blessure. Donc on a peut-être Kondogbia qui va être quand même revenir au prochain match. Pas contre Lyon parce qu'il est incertain. Mais le match d'après, il va revenir. Il y a Verretou, il y a Rongier qui va revenir de blessure. Il y a, j'allais dire Pape Gueye. Ah ben non, Pape Gueye, il n'est pas là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y aura du choix et Jean Onana, peut-être qu'il aura moins de temps de jeu qu'il n'espérait. Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, 3 millions d'euros environ. C'est un choix qui est correct dans le sens où c'est un remplaçant. Voilà, donc on a vendu Lodi, on va en parler juste après, pour prendre 2 latéraux gauche. Et je vais faire un petit point sur cela, vous donner mon avis s'il est positif ou négatif, ce mercato. Donc Ulysse Garcia, 3 millions d'euros environ. Faris Moumbagna, 8 millions d'euros environ. Quentin Merlin, 10 plus 2, donc ça fait 12 millions d'euros environ. Luis Enrique est retour de prêt, parce que c'est une recrue quand même. On reprend un joueur, donc ça nous fait 5 arrivées. Pour 4 départs, Renan Lodi, 22 millions d'euros environ. Vitinha, prêt d'option d'achat, 25 millions d'euros. Malinowski, même s'il n'était pas chez nous, c'est un départ quand même du club définitif pour 7 millions d'euros environ. Parce que vous n'oubliez pas, c'est entre 7 et 10. Hein, c'est très large, hein, c'est très vague. Et François-Régis Mug en prêt. Sans option d'achat, prêt sec du côté de Dunkerque. Donc maintenant, je vous donne mon avis sur le mercato en général. Et donnez-moi votre avis si vous le trouvez positif ou négatif. Ou alors, vous ne vous prononcez pas, vous attendez voir. Alors moi, je vais vous dire, d'abord, j'attends de voir. Comme à chaque mercato, j'attends de voir sur le papier, sur le terrain, ce que ça donnera par rapport au papier. Je suis hypé parfois quand il y a des noms qui arrivent, comme cet été, j'étais content qu'Aubameyang arrive, mais j'espérais que Sanchez soit avec lui, qu'il l'accompagne en attaque. J'imaginais des choses, moi j'imaginais, franchement, l'équipe que j'imaginais, moi, quand on me dit qu'il y a Marcelino qui va jouer en 4-4-2, c'est avec deux ailiers titulaires, 2 ailiers en concurrence derrière, c'est-à-dire qu'on avait Ismail Assar qui arrivait et qui aurait été en concurrence avec Under à droite. À gauche, j'imaginais 2 ailiers, alors on n'en a pas eu un finalement. Donc 2 ailiers. Hein. Par exemple, Aminarit, on le gardait, on le mettait en ailier. C'est pas grave, on le mettait en concurrence avec un autre ailier. Alors j'ai imaginé une Manidiaye, pourquoi pas, mais ça marchait pas trop. Donc un autre ailier pur, comme Ismail Assar à droite, à gauche. Et devant, j'imaginais la paire Aubameyang-Sanchez, Vitinha remplaçant, et pourquoi pas un 4e attaquant, pourquoi pas. C'est ce que j'imaginais moi cet été, quand le mercato est commencé, et malheureusement, il est parti en sucette. Under est parti, bon, Guendouzi, j'en parle pas, bon, puisqu'il finalement, on l'a remplacé par Kondogbia, même si pour moi, pour l'instant, Guendouzi, il a beaucoup plus prouvé. On va voir, Kondogbia, hein, je vais pas lui cracher dessus, mais pour l'instant, il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Donc, je reviens sur le mercato de maintenant. Allez, le mercato de maintenant, je le trouve plutôt plus dans le positif que le négatif. Alors, dans un sens dans lequel, je vais vous dire, Vitinha, il est parti, d'accord, mais il est remplacé par Moumbagna. Est-ce que Vitinha était bon sur le terrain? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que s'il est parti, pratiquement, allez, 70 à 80% des supporters marseillais, je donne un chiffre au hasard, un pourcentage au hasard, m'en voulez pas. Mais je pense que la plupart des supporters marseillais sont contents de voir partir Vitinha et d'avoir une autre
solution d'attaquant qui arrive, pourquoi pas qui nous surprenne, et ça sera Faris Moumbagna. Donc déjà, ce domaine-là, c'est remplacé poste pour poste. Renan Lodi, on va se dire c'est un nom, mais pour l'instant, il ne s'était pas imposé à l'OM. Il avait peut-être une bonne patte gauche, il a fait une passe décisive ou deux, je crois qu'une, il en a fait une. Il a fait quelques bons centres qui n'ont pas été marqués par Aubameyang ou d'autres, mais derrière cela, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. Et je pense que le vendre à ce prix-là et récupérer 2 joueurs, parce que là, on a doublé le poste arrière-gauche, c'est surtout ça le principal, important. Et bien, c'est important de le souligner, de dire qu'on a doublé le poste arrière-gauche. On n'en avait qu'un jusque-là. Voilà, on n'en avait qu'un jusque-là, puisqu'on jouait avec Murillo à gauche de temps en temps. Donc, je trouve que mettre un Ulysse Garcia en remplaçant d'un Quentin Merlin, ou peut-être que Ulysse Garcia passera devant Quentin Merlin, c'est pas encore sûr ça. Attention, hein. S'il faut, Ulysse Garcia passera devant Quentin Merlin. On peut être surpris, hein, les amis. Parce que le premier match d'Ulysse Garcia, peut-être qu'il s'est fait manger du côté de Rennes, là, mais c'était son premier match. Il venait d'arriver 2 jours avant. Il n'avait eu aucune consigne. Et il n'était pas censé rentrer sur le terrain. N'oublions pas, il n'était pas censé rentrer sur le terrain, Ulysse Garcia contre Rennes. Donc, le deuxième match d'Ulysse Garcia contre Monaco, il a été plutôt, je trouve, pas mal. Plutôt pas mal. Donc, à voir Quentin Merlin ce qu'il fera du côté de l'OM. C'est pas encore sûr que Quentin Merlin soit titulaire. Mais on a 2 choix. Ça, c'est très important. Moumbagna remplace Vitinha. Donc, finalement, c'est plutôt positif. Il y a le côté remplaçant du latéral gauche. Jean Onana, bon, ça sera un bouche-trou. C'est toujours une solution pour s'il nous manque un joueur au milieu ou voire derrière. Et Luis Enrique, on attend de voir. Ça nous fait une autre solution dans un ailier. Parce que c'est un ailier pur. Luis Enrique peut jouer à gauche ailier. Comme ça, Gattuso, il pourra remettre son 4-3-3. D'ailleurs, on va aller voir, on va faire un petit tour sur le 4-3-3, le 3-5-2. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis, positif, négatif, ou vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux. Allez, donnez-moi votre avis sur le mercato. Maintenant, on va voir avec ces joueurs-là, avec l'effectif qu'on a là actuellement, les dispositifs en 3-5-2 et en 4-3-3. Alors là, on est sur le 3-5-2. Je vous en montre 2 et vous allez me dire si vous choisissez le premier ou le deuxième en 3-5-2. Vous vous mettez dans les choix, dans les commentaires, vous mettez Seb, je préfère le 3-5-2 au 4-3-3 qu'on va voir après, mais je préfère le premier 3-5-2. Là, on va commencer par le premier 3-5-2 et le deuxième 3-5-2. Vous avez compris? Allez, on commence par le premier? On commence par le premier. Donc le premier, selon moi, le meilleur 3-5-2 qu'on pourrait avoir. Après, c'est selon les choix, parce que pour Rongier, il pourrait revenir de blessure. Là, je parle des joueurs qui sont tous disponibles, hein. Que Rongier soit plus blessé, que Kondogbia soit plus blessé, que tous les joueurs soient disponibles, qu'on a là dans l'effectif. Donc on met Paul Lopez au gardien, bien sûr, titulaire, je pense. Balerdi à gauche, Gigot dans l'axe, Mbemba à droite, pour la défense à 3. Kondogbia devant la défense, on peut mettre Rongier si vous préférez Rongier. Verretou, Harit, on l'a vu plusieurs fois, ça a fonctionné plutôt pas mal. Merlin, enfin plutôt pas mal. Ça a fonctionné, on va dire. Merlin à gauche, parce que c'est sûrement le titulaire qui va être mis en place. Klose à droite, qui pour moi, franchement, je n'ai pas trop compris cette cavale envers Klose, on va en parler tout à l'heure. Moumbagna et Aubameyang devant. Alors pourquoi Moumbagna? Vous allez me dire pourquoi on ne met pas Ndiaye ou je ne sais pas qui? Parce que je les ai mis dans une deuxième solution, dans une deuxième formation. Et vous allez me dire si vous préférez cette formation-là, cette équipe-là, ce 11-là, en 3-5-2, ou le deuxième que je vais vous montrer maintenant. Regardez, 5-4-3-2-1, le deuxième. Le deuxième, c'est un 3-5-2 aussi, mais c'est avec tous les autres joueurs. Voilà, j'ai enlevé tous les autres joueurs, j'ai remis les autres joueurs. Seulement, il y a la défense parce qu'on n'a pas vraiment doublé les postes de défensif. J'aurais pu mettre Onana en défense, mais on n'a pas vraiment de doublette en défensif. On n'a que 4 choix en défenseur avec Onana qui peut jouer polyvalent. Donc on a Blanco qui remplace donc bien sûr Paul Lopez, Mbemba qui reste titulaire, à droite, Balerdi à gauche, Meite qui prend la place de Gigot dans l'axe, Onana devant la défense, Garcia à gauche, je mets Rongier à la place de Verretou pour vraiment combler les trous, faire le doublage, Unai à la place d'Harit, Murillo à la place de Klose, Correa et Vitinha dans les 2 attaquants devant. Voilà, n'hésitez pas à me dire choix A, choix B, choix 1, choix 2 pour 3-5-2. Et on enchaîne derrière avec la formation 4-3-3. Vous allez voir, c'est différent. Allez, j'enchaîne. Hop. Pareil, je vous ai mis 2 choix. Choix 1, choix 2. Choisissez entre le 3-5-2. N'hésitez pas à me faire même 2 compos. Vous préférez laquelle? Celle en 3-5-2 avec le choix 1 ou choix 2. Et celle du 4-3-3. Vous me donnez votre avis aussi sur les 2. Allez, j'enchaîne. La première en 4-3-3. On y va tout de suite. Alors, nous avons celle que je pense qui va être peut-être mise en place quand il y aura un 4-3-3 qui sera mis directement. Donc Paul Lopez, Jonathan Klose à droite, Merlin à gauche, Balerdi, Mbemba pour l'axe. Je pense que c'est peut-être les meilleurs choix. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez mis peut-être Meite? Est-ce que vous aurez peut-être mis Gigot à la place d'Mbemba ou Balerdi?
Pour ma part, c'est peut-être les meilleurs défenseurs qu'on a hein, pour l'instant. Kondogbia, dans l'axe, encore pareil au milieu, dans la sentinelle. Verretou, Harit, on ne bouge pas le milieu pour l'instant. Sarr à droite. Et oui, Sarr à droite, c'est un ailier pur, n'oubliez pas. J'ai hésité après à gauche à mettre Enrique Aubameyang, mais je mettrai quand même Aubameyang, quand même qui a plus de vécu. Quand même, faut pas déconner. Enrique, on l'a pas encore vu avec le temps. Donc Aubameyang qui peut jouer ce poste-là. D'ailleurs, en interne, je sais plus c'est quel média qui en parlait de ça. J'ai oublié de le relier. En interne, apparemment, Aubameyang ferait sous-entendre qu'il préférerait jouer peut-être dans un 4-3-3 sur le côté gauche. Il n'a pas dit je veux dire au coach de tout changer pour moi. Non, c'est juste qu'il y a eu des petits bruits comme quoi Aubameyang préférerait, pourquoi pas, jouer dans un système en 4-3-3 et côté gauche. Pour repiquer dans l'axe, pour peut-être dézoner, je ne sais pas. Et Moumbagna qui sera en pointe de ce 4-3-3. Regardez-le bien et je vous montre le deuxième. Donnez-moi votre choix dans les commentaires. Allez, j'enchaîne sur le deuxième. Le 4-3-3 avec les remplaçants, c'est Blanco au gardien, Garcia à gauche, Gigot, Meïté. C'est une bonne défense quand même. Hein. Gigot, Meïté, franchement, c'est plutôt pas mal. Murillo à droite. Finalement, la défense, elle est presque plus défensive. Celle que je vous montre là, dans le duel, regardez. Meïté, Gigot, je pense que c'est pas mal quand même du tout. Et Garcia, Murillo, je pense que ça peut mieux défendre que Merlin, Klose. Ça, à mon avis, les latéraux défendent mieux que les autres d'avant. Mais offensivement, ça va pas être le même apport. Peut-être, sûrement même. Onana devant la défense, Unai, Rongier. Franchement, c'est pas mal. Hein. Une deuxième équipe comme ça, c'est pas mal du tout. Après, bon, le bas qui blesse, c'est l'attaque un petit peu. Enrique à gauche, bon, c'est son poste préférentiel, ça peut être pas mal. Ndiaye, qui lui peut être mis dans l'axe, je l'ai mis à droite et Correa vice-versa. Donc j'ai mis Correa dans l'axe. Bon, c'est pas vraiment un attaquant de pointe, mais voilà, vous faites ce que vous voulez avec ces joueurs-là. Donc on a 2 11 possibles dans les deux formations. Le doublage est fait plus pour un 4-3-3 que pour un 3-5-2, si vous avez remarqué. On peut doubler tous les postes défensivement en 4-3-3, mais pas en 3-5-2. Voilà, donc c'est vous qui me donnez votre avis, laquelle vous préférez. Et on va maintenant sur quoi on va directement, c'est fini le mercato. Bon, c'était une page du mercato pour la fin, pour parler un petit peu avec le mercato qu'on a fait, l'effectif qu'on a. On va sur l'actualité. Allez, sur l'actualité, les amis, je vais boire un petit coup, tiens. Buvez chez moi et dites-moi ce que vous buvez à l'instant où je bois. Ah, j'ai trop soif. Aujourd'hui, 14h, conférence de presse d'avant-match. Lyon-OM. Gennaro Gattuso sera accompagné du meilleur Olympien du mois de janvier, Léo Balerdi. Mais vous dites, mais pourquoi tu dis les meilleurs... vous allez voir, meilleur Olympien du mois. Et oui, il a été élu meilleur Olympien. Sur Twitch, OM officiel, Team OM, Karim Attab, OM officiel. Donc on a Gattuso et monsieur Léo Balerdi en conférence de presse à 14h sur la chaîne Twitch de l'OM officiel. On enchaîne derrière avec... mince, je voulais vous le montrer. Il est là, voilà. Il est là justement, le meilleur Olympien, Leonardo Balerdi, est élu Olympien du mois de janvier. Mérité ou pas pour vous? Allez, donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est mérité pour Leonardo Balerdi qu'il soit Olympien du mois? Il était au duel avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais Pierre-Emerick Aubameyang, c'était plutôt le mois de décembre pour ma part. Seulement, ça a été Murillo qui l'a remporté. Ça, c'est l'OM, hein. C'est l'OM, c'est pas la Ligue 1. Hein. C'est l'Olympique de Marseille qui a voté. C'est en accord avec Puma sur Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est les supporters qui votent et qui ont choisi Leonardo Balerdi en concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, donnez-moi votre avis sur cela, les amis. On enchaîne avec quoi maintenant? On enchaîne avec quoi? Avec le mercato des autres équipes, juste comme ça, vite fait, pour faire un petit point qui me fait plaisir. Alors, vous voyez, donc là, ça nous intéresse pas grand-chose, mais regardez ce que je vous dis là. Donc, les coulisses du deal avorté entre Le Havre et Chelsea sur Malang Sarr. Le Havre voulait Malang Sarr, mais regardez bien, un club anglais qui ont fait capoter le transfert de ce joueur de Malang Sarr du côté du Havre, et derrière, du côté des Lyonnais. Là, ça nous fait plaisir parce que ça nous concerne. Là. Pour le match Lyon-OM de ce week-end, ça part à volo. Là, ils sont en train de se battre entre Lyon et West Ham concernant Benrahma. Ils n'ont pas réussi à le faire signer. Soi-disant, c'était fait. Eh ben non, c'était pas fait. Il a fait la visite médicale du côté de Lyon. Il a même mis la tenue d'entraînement. Il est sorti de la visite médicale en tenue lyonnaise, mais il ne signera pas à Lyon. Je crois qu'il a signé un pré-contrat, mais il n'ira pas à Lyon normalement, si tout se passe bien. Voilà, je vous ai mis un petit message pour encourager les Lyonnais. Ces clubs anglais, c'est toujours pareil avec eux. Ils font traîner pour après te la glisser à la fin. C'est vrai que les Anglais, ils font toujours la même chose. Avec les puputes, on s'en souvient. Avec nous, Lamela, vous vous souvenez de Tottenham? Ils l'ont mis à l'envers à la fin. Cher les quenelles, ça c'est pour les Lyonnais. Chouinez pas trop, gardez un peu de larmes pour dimanche. Voilà, dimanche, on va leur taper un petit peu au cucu. Voilà, Bad Benrahma. Et aussi, une autre chose, les amis.
Regardez, juste derrière, pas non plus une deuxième recrue, Aurel Mangala, qui non, justifie son transfert, mais c'est pas la bonne info que je voulais vous sortir. Il ne sera pas contre l'OM dimanche. Le joueur recruté du côté de Nottingham ne jouera pas contre l'OM. Il ne peut pas être enregistré parce que l'OL est enregistré. Et le FC Lyon est encadré de la masse salariale et comme on a encadré de la masse salariale pour un joueur qui vient de l'étranger, je crois que ça fonctionne comme ça, il ne peut pas être enregistré et c'est pas 48 heures, je crois que c'est 3 ou 4 jours. Donc il n'y aura pas de Mangala, pas de Benrahma, je ne sais pas les autres, Matic et tout, mais en tout cas, vous voyez, ça commence à être pénible pour les Lyonnais, déjà qu'ils sont dans la difficulté, et ben ça nous fait plaisir. Allez, j'enchaîne avec quoi maintenant? On revient sur les Marseillais, voilà, c'est avant tout l'OM. Paul Lopez, le généreux. Début janvier, arrivé en retard, ça c'est une anecdote, hein. Arrivé en retard à l'entraînement pour des raisons personnelles, François-Régis Mug, qui perçoit l'un des plus petits salaires du groupe olympien, a reçu une amende du club marseillais de 2000 € à payer. Et c'est Lopez qui lui a réglé. Sympa le Paul Lopez. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que vous trouvez sympa Paul Lopez? Et derrière, il y a Majid. Si tu es là, Majid, n'hésite pas à réagir. S'il veut, il paye mes amendes. Alors, amende, tu l'as mal écrit, mais c'est pas grave. Et derrière, j'ai marqué, j'ai pensé aussi à ma facture d'EDF. Oui, parce que j'ai payé 400 €, là, ça fait mal. Donc, j'aurais bien aimé que Pau, si tu m'écoutes, si tu me regardes, pense à moi, EDF. Voilà, si tu peux régler ma facture, ça serait pas mal. Allez, on passe à autre chose, les amis. On passe à autre chose, on passe à autre chose. Et on passe à Onana. L'effort d'Onana. C'est important de le souligner quand même qu'il a fait un effort. Afin de rejoindre l'Olympique de Marseille, Jean Onana a accepté de diviser, j'ai oublié un D, bon c'est pas grave, de diviser son salaire par 2. Donc c'est important de le souligner. Bravo à toi Jean Onana. Cela dit, Jean Onana, il a été écarté par le Beşiktaş pour, alors soi-disant les raisons... Les raisons, je parle de Beşiktaş, hein, c'est des clubs particuliers, des fois les Turcs, des fois ils ne payent pas leur salaire et tout. Ils ont écarté 5 joueurs, Valentin Rosier, Onana, Aboubakar... comment il s'appelle, l'Algérien qui jouait à Lyon, je ne sais plus. Ghezal, Rachid Ghezal et un autre, un cinquième, je ne me rappelle plus. Ils ont carté 5 joueurs, soi-disant pour leur niveau, pour leur prestation. Moi, j'y crois pas trop. Donc, Joao Nana, il avait que ce choix-là et il voulait venir à l'OM. C'est très bien qu'il ait divisé par 2 son salaire. Selon l'équipe, l'OM a actuellement la plus grosse masse salariale de son histoire avec 143 millions d'euros par an, bien sûr, charges comprises pour l'ensemble du personnel du club. Ça concerne les dirigeants, les joueurs, les personnes au bureau. C'est quand même à noter que c'est la plus grosse masse salariale de l'histoire du club. Et c'est peut-être pour ça qu'on est encadré de la masse salariale de la part de la DNCG. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait, ça les amis? Est-ce que vous voulez féliciter Onana d'avoir divisé son salaire par 2? Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que c'est la plus grosse masse salariale de l'histoire de l'OM? Voilà, qu'est-ce que ça vous fait? Réagissez, réagissez. Allez, je continue avec une information. Alors là, c'est un petit peu ambivalent, je vais vous le lire. Essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas, donnez-moi votre avis au moins sur ce que vous comprenez. Les dirigeants auraient évoqué un veto de la DNCG pour expliquer qu'ils ne pouvaient pas conclure les dossiers d'Assignon. C'est ce que je voulais parler tout à l'heure, hein, de la DNCG. Qu'ils ne pouvaient pas conclure les dossiers Assignon et Selic. L'instance n'aurait pas non plus apprécié le tour de passe-passe avec le Genoa sur les mouvements Malinowski-Vitinha. Le transfert de l'Ukrainien est passé de 10 millions d'euros l'option d'achat à 7 millions d'euros, ce qui a permis au Rosso Blue, c'est leur surnom, de payer le salaire du Portugais à 100% selon l'équipe. Ah, c'est pour ça, d'accord. J'avais pas compris pourquoi l'Olympique de Marseille et la Provence, ils ont dit que le transfert a été évalué à 10,5 millions d'euros ou 10 millions d'euros. C'est ce qu'ils essayent de se défendre au club. Ils ont raison de le faire ressortir comme ça. Et l'équipe, vu qu'ils n'aiment pas l'OM, donc ils ressortent le chiffre à 7 millions d'euros. Vu que certains médias, ils s'en foutent de cela, ils ressortent 7 millions d'euros. Et c'est peut-être le vrai chiffre, le 7 millions d'euros. Je pense qu'on est plus sur le 7 millions d'euros pour, voilà, donc ce qui a permis de payer le salaire du Portugais Vitinha du côté du club de Genoa. Donc en fait, les 3 millions d'euros qu'il y a d'écart, en fait, ça permet de donner directement au Genoa qui donne aux joueurs. En fait, voilà, donc ils ne gagnent rien du Genoa. Ils vont juste payer le joueur, le Portugais. Voilà, donc en fait, on y perd 3 millions quand même dans l'affaire. Après, si Vitinha est recruté en fin de saison, on s'en sortira bien quand même. Donnez-moi votre avis sur cela. Voilà, donc sur le fait que les dirigeants auraient évoqué un veto de la DNCG pour expliquer qu'ils ne pouvaient pas conclure les dossiers Assignon et Selic. Voilà, et donnez-moi votre avis sur tout ce dossier-là. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette histoire-là de recruter un joueur Assignon et Selic, je pense que c'était pas vraiment
c'était pas une vraie. J'ai pas l'impression que c'était une vraie piste. J'ai l'impression que c'était pour faire plus réagir un petit peu Jonathan Klaus. Je pense toujours au coup de pression parce que je ne comprendrais pas qu'on le fasse partir comme ça, à moins qu'il y ait un gros problème de quoi? De prolongation. Voilà. Et moi, c'est juste le problème de prolongation. Moi, l'histoire de qui ne fait pas des efforts sur le terrain. J'ai un doute sur ça. Franchement, j'ai un doute sur ça. Peut-être sur certains matchs qui s'est un petit peu économisé. Et d'ailleurs, les joueurs, quand ils ont pas une blessure, quand ils ont une douleur dans un match, quand ils sortent, on leur dit pas à tous, oh, tu t'économises. Non. Pourquoi on le ferait que avec Klos, les amis? Pourquoi on le ferait que avec Klos? Parce que ça a été relayé par les médias, parce que le club le met en vente? Non, faut arrêter de faire le bashing comme ça directement. Les supporters, retenez-vous et réfléchissez un petit peu à froid et dites-vous que tous les joueurs, quand ils sortent des fois qu'ils ont une petite douleur, des fois ils ne sont pas blessés. Il y a des joueurs qui sortent sur des douleurs, on apprend qu'après il n'y avait rien finalement. Est-ce que vous allez dire après le match, oh espèce d'enfoiré, tu t'es retenu? Non. C'est juste qu'il avait une douleur, et il a craint peut-être de se blesser, il avait peur pour lui. Et ben voilà, des fois il y en a qui sont plus craintifs que d'autres. Voilà, et en plus n'oublions pas l'année dernière ce qui s'est passé avec Amin Harit. Voilà, il s'est blessé gravement à son genou, même il y a 2 ans. Non, c'était l'année dernière. Voilà, peut-être qu'il a pensé à ça, Amin Harit, c'était quoi, avant la Coupe du Monde? Oui, c'était avant la Coupe. Ouais, avant la Coupe du Monde, il s'est blessé. Peut-être qu'il a pensé à ça, son copain Amin Harit, il a dit putain, si je fais la même chose qu'Amin Harit, au genou en plus. Parce que c'est le genou, hein. N'oublions pas le genou. Même moi, quand je travaille, quand je fais mes petites rondes là, à pied, des fois, je marche, je monte les marches comme ça, j'ai mal au genou d'un coup. Je m'arrête, je me dis putain, c'est les croisés. Non, je déconne pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? On peut pas savoir, on peut pas savoir. Allez, je continue. Je continue avec l'information, c'est quoi? Ah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, moi je vous l'ai dit, magnifique. Oh, je l'ai mal marqué, putain, je suis vraiment pété moi. Regardez, je marque. Au lieu de marquer magnifique, j'ai marqué magnifique. Magnifique. Allez, c'est parti pour une série de victoires. Ça suffit la plaisanterie, fini les embrouilles. Tous ensemble pour 6 succès consécutifs, les amis. Voilà, donc l'OM qui nous affiche cette affiche, qui est magnifique, je trouve, je vous la montre. Voilà, n'hésitez pas à me donner une note sur cette affiche sur 10. Je pense qu'on peut noter un bon 9 sur 10. Franchement, d'ailleurs, s'il y en a un qui regarde mes vidéos, qui est graphiste, qui peut me faire des miniatures, qui me propose des miniatures, n'hésite pas, n'hésitez pas, n'hésite pas. Si tu es une fille, ça me plairait un peu. Non, je rigole. N'hésite pas à me proposer, voilà, une miniature avec marqué le point marseillais. Tu fais à ta sauce et tu me proposes, tu m'envoies en lien sur n'importe quel réseau social et comme ça, peut-être que je te rémunérerai pour cela. Allez, et vous avez tous les 6 matchs qui vont arriver. Donc on a Lyon-OM, on a OM FC Metz, je crois, Shakhtar Donetsk contre l'OM, le Stade Brestois contre l'OM, OM Shakhtar qu'on vivra ensemble le 22 avec le live 12h, et l'OM contre Montpellier. Je vais vous demander, tiens, parmi les 6 matchs qu'il y a là, donnez-moi vos résultats. Vous me faites, sur 6 matchs, vous me faites par exemple, s'il y a 5 victoires, 1 nul, vous me faites 5 V, 1 N. Si vous voyez 5 défaites, 1 victoire, vous mettez 1 V, 5 D. Vous avez compris? Allez, faites-moi votre compte de tous ces 6 matchs qui sont là. Allez, on enchaîne derrière avec les jeunes. Le classico de Nomino en coupe Gambardella se déroulera dimanche à 14h30 et sera diffusé sur France Football. France Football. La Fédération Française de Football TV. Voilà, vous pouvez le trouver. Vous faites ffftv.com ou .fr, je sais pas, .com je crois. Et vous avez le lien qui apparaît. Vous cliquez sur le site. Vous créez un compte, c'est gratos. Et vous pouvez voir le match gratuitement des Minots ce dimanche à 14h30. Voilà, n'hésitez pas à regarder, à encourager les nominaux. Allez, on regarde maintenant un non-minot. C'est un vieux qui revient sur les terrains. Champion de France avec l'Olympique de Marseille en 2010, Stéphane Mbia, le Camerounais, va signer à Châteauroux, National 1, jusqu'à la fin de la saison. Alors, est-ce que c'est vrai? Normalement, oui, parce que c'est SoFoot. Info M qui nous le relaie, mais c'est SoFoot. SoFoot est sérieux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça, le retour sur les terrains de Stéphane Mbia? Il a quand même, Stéphane Mbia, je sais plus quel âge il a. Allez, je vais donner un chiffre au hasard. Je dis 41, 42, je sais pas, mais en tout cas, il est vieux maintenant. Hein. Il a presque mon âge peut-être. Il a peut-être 43, je suis pas sûr. Allez, donnez-moi l'âge de Stéphane Mbia dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec GP013 qui nous dit que la chaîne Sky News cherche à interviewer des fans de l'OM qui assisteront au match Lyon-OM le 4 février, donc dimanche, à Lyon. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant que supporter marseillais, veuillez contacter @faisons parler sur Twitter. Voilà, ceux qui sont intéressés d'être interviewés par la chaîne Sky News, n'hésitez pas les amis marseillaises et marseillais. Allez, on continue avec l'information qui concerne le stade Vélodrome.
ce soir, il y a un match de rugby. Ce soir, à 21 h, il y a le tournoi à destination qui commence et il y a France-Irlande, un très gros match. Donc le 15 français, j'ai mis le 11, hein, mais en dessous, j'ai rectifié. Le 15 français a signé sa plus large victoire de son histoire face à la Namibie au Vélodrome, 96-0 en septembre. J'espère qu'ils ne saccageront pas la pelouse. C'est facochère, je voulais rajouter, mais je n'avais pas la place. Prochain match de l'OM au Vélodrome, le 9 février. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas saccager la pelouse. Le 9 février, c'est dans une semaine. Et en une semaine, s'ils font des gros trous, qu'ils font des grosses traces comme ça avec leurs 200 kilos qu'ils ont chacun, ça poserait problème peut-être pour le prochain match contre Metz, si je ne me trompe pas. Allez, j'enchaîne avec la fin de l'actualité, pardon. L'affirmation, pourquoi? On a de l'actualité qui vient de tomber ce matin. BFM Marseille-Provence qui nous relaie que on se dirigerait, pourquoi pas, vers une fermeture du boulevard Michelet pour les prochains matchs de l'OM au Vélodrome. Voilà, c'est un point d'interrogation. Le boulevard Michelet sera fermé ce soir pour le match de rugby France-Irlande et peut-être ça discute du côté de la préfecture, donc la préfète de police qui en discute. Pourquoi pas pour fermer lors des matchs de l'OM au Vélodrome le boulevard Michelet. Pour ceux qui habitent Marseille, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Ça me plairait de savoir, d'avoir vos avis. Allez, je continue avec quoi? Avec des informations sur le site de l'OM officiel, les expériences uniques en février. Alors, c'est quoi? C'est qu'est-ce, vous allez me dire? C'est quand vous êtes abonné à Peuple Bleu et Blanc. Ça vous coûte 25 € par mois. Je gagne rien là-dessus, hein, c'est l'OM. Hein. Moi, j'ai rien à voir avec l'OM, j'ai pas de partenariat. Si l'OM regarde, n'hésitez pas à me proposer quelque chose. Je peux vous faire de la pub, hein, les amis. L'OM, je peux vous faire de la pub. Vous êtes plus important que moi, mais je peux vous faire des belles vidéos. Alors, devenez membre et vivez ce que les autres verront. Vous pouvez avoir des avantages. Écoutez bien les avantages que vous aurez dans les prochains rendez-vous. Alors, vos prochains rendez-vous, le 9 février, le prochain match au Vélodrome, OM Metz, comme je viens de le dire, assistez à l'échauffement en bord de pelouse. Alors, en bord de pelouse, c'est comme vous voyez là dans l'image à droite. Je vous montre, je vous l'affiche en gros. Voilà, vous allez faire comme ça, vous allez sur la pelouse et vous assistez, vous regardez l'entraînement d'en bas, juste à côté des joueurs. C'est pas mal quand même comme avantage. Pour 25 € par an, hein. Pour 25. Après, c'est un tirage au sort, comme il y a marqué là, je crois. Tirage au sort parmi les inscrits au jeu du concours en exclusivité pour les membres Peuple Bleu et Blanc. Plus d'informations à venir. Le 22 février, vente privée maillot collector 2023-2024 en exclusivité pour les membres. Retrouvez le maillot collector 2023-2024 signé par les joueurs. Donc, il est dédicacé ce maillot sur votre boutique en ligne, une édition limitée destinée à tous les passionnés et aux collectionneurs. Plus d'informations à venir. Autre chose, le 25 février, OM Montpellier assisté à l'échauffement en bord de pelouse, pareil que l'autre match contre Metz. Et derrière, prochainement, ouverture de la priorité, billetterie OM PSG. Et oui, bientôt OM PSG, prochainement. Devenez membre pour ne rien manquer de la billetterie pour le Classico et soyez sûr d'avoir vos places. Plus d'informations à venir. De temps en temps, je vous montre quelques informations comme ça. Comme ça, si vous voulez aller voir un match au Vélodrome, que vous avez peut-être un avantage à avoir, je vous le propose à chaque fois si vous l'oubliez. Voilà. Vous avez toutes les informations sur la chaîne Sebache Foot. Allez, je continue avec la dernière information. C'est quoi? C'est nos Olympiennes. On va parler des filles pour terminer. On va respecter les femmes. Voilà, les femmes, si vous êtes là, faites-moi une bise. Je vous renvoie la bise. Alors, on a l'entraînement. Voilà, nos Olympiennes qui se préparent. Pourquoi? Pour un match OM Nice qui se déroulera samedi, donc demain à 14 h 30 sur l'OM Campus. Donc, dans l'optique du championnat, on voit les Italiennes, j'allais dire. Les Olympiennes qui s'entraînent. Voilà, les petites cuisses. On s'entraîne, les petites cuisses. Les petites cuisses. Pourquoi je dis les petites? Oh, joli saut. Oh, sympa. Voilà, les joueuses. C'est Jenny Perret. Elle est bien connue. Voilà. Voilà, ça c'est Ashley Clark, ça me parle aussi. Jenny Perret encore. Voilà, j'enchaîne. Et encore quelques photos, c'est sympa. Faites des bises à Jenny Perret et à toutes les autres. Voilà. C'est pas la jeune Marocaine qui a signé il n'y a pas longtemps, ça? Je crois que c'est la gauchère marocaine, latérale gauche, qu'on a signé il n'y a pas longtemps. Celle du milieu, je crois. Hein. Je ne suis pas sûr, mais n'hésitez pas à me dire ceux qui suivent les féminines. D'ailleurs, on fait un petit point sur le classement des féminines. Elles sont toutes toujours premières. 21 points, 19 points. C'est toujours le même classement. Mais on verra ce week-end si elles gagnent contre Nice. Voilà, elles feront un trou par rapport aux Niçoises déjà de pas mal de points. Ils ont déjà 4 points d'avance. Ça serait pas mal. Il reste encore 12 rencontres pour les féminines pour monter en division 1. Voilà, donc là, ils sont actuellement en division 2. Et ça serait pas mal d'avoir l'OM féminine en même temps que l'OM masculine en division 1. Et pourquoi pas championne l'année prochaine, division 1, et l'OM champion l'année prochaine de Ligue 1 Uber Eats.
ou autre nom, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, pour terminer, vous savez quoi? On fait maintenant un autre petit truc pour rajouter un petit truc, parce que bientôt il n'y a plus de mercato, il n'y a plus de mercato du tout même. Il y aura un petit peu moins d'actu, donc pour un petit peu faire des vidéos un peu plus longues, pourquoi pas, comme d'habitude 40 minutes pratiquement, je rajoute un petit point, regardez, hop, je vais sur l'onglet Twitter, je regarde s'il y a de la nouvelle actualité dans les 3 qu'il y a là, par exemple. Hop, je fais cela. Tac, tac, tac. Donc là, c'est des personnes qui me donnent leur avis sur l'équipe 1 se fait taper pour l'équipe 2. On regarde s'il a raison. Tchac, tchac, tchac. Donc il parle de l'équipe 1. La 4-3-3 se fait taper par la 4-3-3 de droite. Peut-être. Et je vous avais dit qu'elle est pas mal. Celle de 4-3-3, la 4-3-3, celle de droite aussi. Elle est pas mal. Je reviens sur les autres trucs. Donc là, on a Kevin, merci à toi qui me like. N'hésitez pas, ceux qui sont sur Twitter, qui me suivent, à liker tous mes posts. Comme ça, plus je me montrerai, plus il y aura de personnes qui viendront ici, pourquoi pas. Et là, on a les dernières informations peut-être qui concernent l'OM. On regarde. Nico Kozza, donc le latéral gauche, sera lui du côté de Nantes. C'est dommage, j'aurais préféré qu'ils n'en prennent pas. Pape Gueye n'est peut-être pas fini pour Pape Gueye. À défaut de récupérer une indemnité des transferts, l'OM cherche à économiser son salaire et pourrait le prêter dans un championnat où le mercato est encore ouvert. En cas de refus, le joueur peut être écarté du groupe. C'est ce que je pense. Voilà, il a le même avis que moi, le petit OM. Il y a des championnats, des mercatos qui ne sont pas encore terminés. Donc peut-être que Pape Gueye serait prêté dans pas longtemps si on n'arrive pas à le vendre à une petite somme. Donc, et si Pape Gueye refuse, eh ben, il sera écarté du groupe. C'est ce que je pense pour Pape Gueye. Donnez-moi votre avis. Que va faire l'OM sur Pape Gueye? Que va faire l'OM sur Pape Gueye? Voilà, donc on va arrêter là. Je pense qu'il n'y a plus d'autres informations. Voilà, après ça concerne autre chose. C'est tous les comptes que je suis. Des fois, ils relayent n'importe quoi. Même si c'est que des Marseillais dans que je suis. Malheureusement, c'est comme ça. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était la dernière du Mercato. On va peut-être en reparler du Mercato. Peut-être qu'il y aura des petits trucs qui vont ressortir, des petites anecdotes. Peut-être qu'on va avoir le dossier Klos qui va être un petit peu éclairci. La bonne raison pour laquelle il a été poussé vers la sortie. Lui, il a voulu rester. Il veut peut-être s'imposer. Et j'espère que toi, Joe, si tu me regardes, aie la bonne réaction. Ne sois pas rancunier. Voilà, donne tout sur le terrain et montre que tu es le plus fort comme latéral droit. C'est normal, tu es le plus fort comme latéral droit de l'OM déjà. Et peut-être même du championnat français pour ma part. Il y a Hakimi qui se bat au duel avec toi. Mais pour ma part, je préfère Jonathan Klaus. Voilà. Allez les amis, n'hésitez pas à liker, abonner et vive le foot chez Savage Foot. 41 minutes. Et surtout, allez, l'OM. Ciao, ciao. Bonne journée.